Dans cette image, vous voyez justement une espèce d'orateur romain, mais qui a une tête de lion, puis à côté de lui, il y a un chien. Alors évidemment, tous ces éléments-là sont pris à des contextes différents, ils sont collés ensemble et ils sont présentés d'une façon, j'allais dire, tout à fait plausible. Enfin, c'est comme si on voyait une scène étrange, bizarre, mais enfin plausible. Dans certains cas, d'ailleurs, les historiens d'art ont trouvé les images dont s'était inspiré Ernst au départ. Hein. Comme par exemple, ici, vous voyez, c'est simplement, je pense, c'est Caton qui est représenté en train de faire un discours, donc un orateur romain, probablement dans un livre d'histoire, tout simplement, que Ernst a été allé chercher et qu'il avait comme ça utilisé en collant au lieu de la tête une tête de lion, puis en ajoutant le chien, puis en ajoutant les autres personnages dans sa composition. Alors, on voit vraiment comment il procédait, c'est-à-dire il rend tout d'un coup le spectacle tout à fait insolite, comme ça, en ajoutant des éléments. Un recueil qu'il a fait aussi qui s'appelle « La femme sans tête », un jeu de mots un peu stupide. Enfin, finalement, c'est écrit 100 comme le chiffre, hein, la femme avec 100 têtes, si on veut. Alors là aussi, les titres, en fait, sont vraiment comme des prétextes donnés. Ça désigne rien de spécial dans le recueil. Là aussi, enfin, vous assistez d'une page à l'autre à des combinaisons les plus invraisemblables. Enfin, un évêque qui se promène au milieu de l'océan, des gens suspendus comme ça entre ciel et terre, et alors des personnages tout à fait insolites. Enfin, et on voit justement, c'est pris un peu dans toutes sortes de contextes, c'est ramené, et ça a toujours un côté à la fois convaincant, enfin, on a vraiment l'impression d'une seule image, puis par ailleurs, ben, c'est très insolite, c'est très bizarre comme rapprochement toujours. Hein. Alors, les collages de Ernst avaient une qualité comme ça de créer des images rapidement. Hein. Je vous disais que c'était ça que Ernst voulait contourner comme difficulté, c'est-à-dire la vitesse d'improvisation. Vous comprenez aussi que l'œil est souverain ici pour décider de ça, mais ils avaient éventuellement quelque chose d'un peu passif, enfin, ces collages, si on veut. C'est-à-dire qu'il s'agissait simplement pour l'œil de combiner, puis tout le reste, enfin, l'exécution même de l'œuvre, c'est de mettre de la colle, de découper, de coller. Enfin, ça avait quelque chose d'un petit peu passif. Et alors, Ernst, qui est un grand inventeur de procédés surréalistes, va imaginer un autre procédé d'une toute autre nature qui consistait à faire des frottages. Et là, enfin, je lui laisse la parole parce que c'est lui qui a décrit très, très bien comment il a découvert ces possibilités du frottage. Un jour de pluie, dans une auberge au bord de la mer, je me pris à me rappeler comment, dans mon enfance, un panneau en imitation d'acajou au bout de mon lit servait de stimulant optique à mes visions de demi-sommeil. Récemment, j'ai été impressionné par l'obsédante vision qui s'impose à mon regard quand je le pose sur un parquet dont le grain a été accentué par d'innombrables nettoyages. J'ai voulu faire enquête sur le sens de cette obsession, et pour venir en aide à mes facultés de contemplation et d'hallucination, j'ai fait une série de croquis à partir de ce parquet. Ma curiosité mise en éveil, je suis amené à examiner de la même manière tout ce qui me tombe sous la vue. Feuilles et leurs nervures, bords usés d'un sac de toile, traces de spatule dans une peinture moderne, bobines de fil, etc. Le tout finissant par un baiser. Alors, si je pose comme ça sur la table une série de feuilles et que je mets, comme vous avez vu, une feuille de papier par-dessus et que simplement je frotte avec mon crayon là-dessus, j'obtiens comme ça, enfin, une image des nervures, des feuilles. Bon, on pourrait imaginer, vous pourriez faire ça à la maison avec n'importe quoi, enfin, avec un torchon, avec n'importe quoi qui aurait une texture un petit peu différente, un peu organique, et vous obtiendrez comme ça des prélèvements. On peut se demander ce que ça donnait dans les tableaux ou dans les œuvres que Ernst a fait avec ce procédé-là. Alors, je vous montre deux exemples à la suite. Enfin, dans le premier, vous voyez qu'il s'était servi d'une lime. En fait, enfin, il avait pris ça comme objet principal et on la voit au centre un peu de la composition, une espèce de figure. Mais il n'a pas pu résister à la tentation, j'allais dire, d'ajouter à son frottage une ligne d'horizon, en fait, de le situer un peu comme ça sur un petit théâtre. Hein. C'est-à-dire, donc, il y a, à l'origine, le frottage, ça lui permet comme ça de faire intervenir toutes sortes d'éléments, comme par exemple une feuille ou des choses comme ça, mais en même
même temps, il sent le besoin de les mettre en scène, je dirais. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc une intervention graphique de Ernst qui va augmenter encore plus le dépaysement. D'ailleurs, en un sens, on pourrait dire que le frottage lui donnait de la matière à faire des collages, hein, puisque les éléments frottés comme ça étaient découpés et aussi éventuellement collés dans des compositions. Puis en plus, alors comme je vous dis, en fait, ces mises en scène là, qui sont importantes, qui rendent le spectacle encore plus étrange, encore plus bizarre. Par la suite, alors, Ernst va modifier ses collages ou ses frottages, je dirais, pour les amener plus près de la peinture véritable. Comme par exemple, même s'il y avait déjà un peu d'intervention de la couleur dans les collages qu'on a vus jusqu'à présent, elle va être de plus en plus importante, enfin, dans les œuvres subséquentes. L'intervention, évidemment, du peintre aussi, là, est très nette. En fait, c'est lui qui ajoute éventuellement des couleurs ou encore là, dans cette mise en scène, en fait, de ces personnages étranges. Hein. Vous remarquez aussi, en passant, toujours les titres de Ernst qui sont comme des petits poèmes, j'allais dire comme des petites métaphores surréalistes, mais littéraires, qui sont ajoutés et qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de rapport direct avec l'image. Ils sont un peu comme une œuvre parallèle, en somme, au reste des images. Ernst va expérimenter aussi, non seulement donc avec des gravures, mais éventuellement aussi avec des objets, en fait, qui se rapprocheraient beaucoup plus de la réalité, en particulier avec des photos. Hein. On peut parler d'ailleurs à ce moment-là plutôt de véritable photomontage, c'est-à-dire que l'association, en somme, des hybrides là, qui est fait dans ces œuvres en particulier, ça vient, en somme, de bouts de photos découpés, collés ensemble, puis disposés comme ça dans un petit univers hein, particulier à Ernst. Alors là aussi, peut-être l'intervention de la photo donne encore un peu plus le côté plus étrange encore, parce qu'on est tellement habitué, évidemment, d'associer photographie avec réalité que quand on voit ça, on trouve ça tout à fait étonnant. Hein. Et alors, les interventions graphiques, disons, de Ernst vont aller en augmentant de plus en plus, si bien qu'à la limite, on se demande, enfin, pourquoi il retient encore cette idée de collage. Enfin, ils sont vraiment réduits presque au minimum. Et là, ça va l'amener, d'ailleurs, peu à peu, à cette idée, je dirais, du collage peint. C'est-à-dire, c'est vraiment de véritables tableaux qui sont faits, donc, à la main, si on peut dire, enfin, en entier, mais qui donnent un peu l'effet du collage. C'est-à-dire qu'on a des rapprochements aussi insolites qu'on avait dans les collages, sauf que maintenant, Ernst les peint comme tel, enfin, quoique, par exemple, a fait cette association avec Oedipe, en fait, dans ce tableau en particulier. Quand vous vous rappelez de la légende d'Oedipe, on voit un peu qu'il y a une relation, en fait. Disons, Oedipe était mort avec les yeux crevés, alors cette main qui tient une noix de Grenoble, mais qui est en même temps, disons, il y a une espèce de clampe de chirurgien là, qui est en train de la tenir en même temps. Alors, ça donne l'impression, évidemment, d'un œil aussi qui est menacé d'une certaine façon. Alors là, il y a toujours une espèce de rapport, c'est jamais complètement gratuit, si on veut, entre ce qu'il annonce dans le titre et, par ailleurs, ce que nous voyons dans le tableau. Mais, évidemment, ça joue avec une liberté, enfin, beaucoup plus grande que celle qu'on aurait si on était dans un domaine purement réaliste. Hein. Même chose avec son éléphant des célèbres. Il est fait de pièces rapportées, comme ça, un peu comme dans un collage. Mais, comme je vous dis, aussi, lui également est peint. Enfin, c'est un collage peint. Et là aussi, on reconnaît assez bien une forme d'éléphant, si on veut, dans cette espèce d'animal bizarre qui occupe presque toute la composition. Et alors, donc, Ernst va développer comme ça son œuvre à partir donc de ses références comme ça, en faisant ses collages peints. Il avait été précédé sur cette voie des collages peints par le peintre italien, en fait d'origine grecque, Chirico. Hein. Chirico n'a jamais pratiqué véritablement le collage lui-même, mais comme il s'inspirait du rêve et que dans le rêve, souvent, on a des associations insolites, comme dans un collage de Ernst, on peut dire qu'ils se trouvaient assez proches, ensemble, de leur univers. Et Chirico va devenir, pour Ernst et pour toute une série de peintres surréalistes, un peu comme un leader, comme celui, comme peut-être le premier, comme le fondateur, comme un ancêtre important, disons, pour eux. Le rapprochement dans le même tableau d'une tête antique, il s'agit de l'Apollon de Belvédère, d'un gant de caoutchouc, d'une balle, et même, on pourrait mentionner la locomotive là, qui passe à l'horizon. Tout cet assemblage, au fond, est aussi efficace, aussi insolite qu'un collage surréaliste. Chez Chirico aussi, très souvent,
les objets réunis comme ça dans le même tableau ont une connotation autobiographique. On sait, par exemple, que de Chirico était né en Grèce, et donc les allusions comme ça à la statuaire grecque font un peu référence à son enfance en même temps, hein. Et alors, parfois aussi, Chirico fait intervenir dans ses compositions des mannequins, hein. Ça va être un thème, d'ailleurs, qui va être repris très, très souvent par les surréalistes, d'ailleurs, non seulement dans les peintures, mais aussi éventuellement même dans des, j'allais dire, des installations surréalistes où on va réutiliser comme ça les mannequins. Les mannequins ont ceci de particulier